Salut à tous, on se retrouve dans une deuxième vidéo de programmation où je vais encore une fois vous embarquer sur mon écran. Cette fois, on va parler de powerlifting untested. Donc le untested, c'est de la programmation pour du powerlifting untested. Le powerlifting qui n'est pas contrôlé, donc les associations hors IPF qui proposent des compétitions pour les athlètes qui souhaitent se prendre des produits dopants, en fait, tout simplement. Il y a des considérations à prendre en compte pour ces athlètes-là qui sortent un peu de l'ordinaire et ça rajoute, un peu comme quand on passe du RAW à l'équipé, ça rajoute des considérations en plus en ce qui a trait à la programmation. Donc, encore une fois, c'est très niché, encore plus niché comme sujet. J'imagine que ça pourra intéresser certaines personnes et dans la mesure où je trouve ça intéressant et pertinent, là, je vais vous partager donc sur mon écran la programmation de non pas un, mais deux athlètes untested qui ont un profil un peu différent. Et on va voir à quel point, en tout cas, on va réfléchir à quel point l'utilisation de produits peut faire changer la réflexion et la dimension autour de la programmation. Et j'en profite pour faire une petite aparté du coup, parce que depuis que je coach quelques athlètes du coup qui tirent en untested, sachant que la majorité de mes athlètes compitent en IPF et en FF Force, du coup on m'a demandé si je coachais en untested, ou certains ont été surpris que je coach des athlètes en untested. Donc que ce soit Adrien ou moi, on coach des athlètes en untested. On a commencé le sport en étant inspiré par ces athlètes-là. À l'époque, c'était Dan Green, Eric Lilliebridge, André Malanichev, tous les athlètes qui étaient sponsors, Pete Rubich, tous les athlètes qui étaient sponsorisés par Animal et qui mettaient en avant du coup le côté untested, qui d'ailleurs à l'époque était bien plus populaire que tout le côté IPF qui était beaucoup moins attrayant et qui a su se rendre attrayant par la suite. Donc nous, on a grandement été influencés et inspirés par ça. Et en soi, on n'a pas de souci avec les athlètes qui se dopent. Donc s'il y a des athlètes en untested qui regardent cette vidéo et qui sont intéressés pour travailler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Les seules personnes avec qui nous posent problème, entre guillemets, avec Adrien, c'est les tricheurs, c'est-à-dire ceux qui se dopent et qui tirent en FF Force ou en IPF, là où il n'y a pas lieu de se doper, sachant qu'il y a des alternatives pour ceux qui souhaitent le faire, où c'est autorisé. Donc voilà, nous on n'a aucune tolérance avec les tricheurs, mais par contre, je le répète, mais ceux qui tirent en untested, si vous voulez bosser avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, on va voir comment s'organise le process de coaching autour de ça aujourd'hui, avec deux athlètes qui ont un profil assez différent, et je vais revenir, enfin, on va développer ça lorsque je vais vous partager leur programmation respective. Ok, donc là, on se retrouve sur mon premier athlète untested, donc Cédric. Donc je vais parler déjà des particularités entre mes deux athlètes pour comprendre pourquoi je partage un peu leurs deux programmations et de aussi ce qui vient les lier, parce que c'est pour ça que c'est intéressant de partager leurs deux programmations. C'est que en fait les deux ils vont préparer une échéance qui va tomber à peu près sur la même période, qui va être entre mars et avril 2026. Ils viennent tous les deux de commencer le suivi avec moi. Là, on a à peu près, en gros, 3 mois de hors-saison, entre guillemets hors-saison pour ce que ça veut dire. Et ensuite, il y en aura 3 mois à peu près, peut-être coupé de quelques semaines de pivot, des loads, slash deload, qui seront par la suite dédiés à la préparation de leur échéance. Donc, normalement, quand je prends un nouvel athlète donc en suivi, généralement, on essaie de pas préparer tout de suite une compétition. Si on a une compétition préparée tout de suite, c'est pas un problème, mais dans la mesure de faire les choses du mieux possible, j'essaye d'avoir déjà 3 mois sans préparer de compétition pour établir une base de travail et ce que j'avais appelé le cycle référence de l'athlète. Donc le cycle référence de l'athlète, ça va être notre base de travail pour préparer des compétitions. Et pourquoi je préfère ne pas préparer une compétition tout de suite, habituellement? Parce que ça me permet de mettre ça en place et de créer par la suite plus de prédictibilité pour préparer les compétitions. Et s'il y a des ajustements à faire, s'il y a un mouvement sur les 3 ou même 2 mouvements qui n'ont pas répondu comme je l'espérais à ce que j'ai mis en place par rapport
aux informations de base que j'ai pu collecter pour l'athlète, derrière, ça permet de recalibrer et d'être sûr, en tout cas de maximiser les chances de préparer une compétition en ayant du résultat. Là, c'est un peu différent pour ces deux athlètes parce que de ce que je sais, même en untested, il y a un besoin d'individualisation. C'est clair. Les protocoles qu'on pourrait utiliser, que ce soit sur les fourchettes de répétition et les intensités, etc., je pense que c'est un peu plus tamponné par l'utilisation des produits. Quand je pense à ce que pouvaient faire en termes d'entraînement les powerlifters de l'époque, et entre guillemets, peu importe ce qu'on va faire, du moment que c'est cohérent, que ça suit une ligne de conduite logique et qu'on répond globalement dans l'ensemble aux besoins de l'athlète, que l'athlète a une bonne récupération entre ses séances et qu'il y a une logique, que le tout est bien ficelé. Et la réponse, elle va, comme je le dis, elle est tamponnée par les produits. Donc quand l'athlète va utiliser des produits, il va forcément y avoir une réponse qui va être positive au stimulus, et le facteur, on va dire, le rapport intensité-volume, là où ça pourrait être plus technique à calibrer pour un athlète, ou le choix des rep range, ça va être un peu effacé. Là. Donc, pour ces raisons-là, on peut se permettre de ne pas tout de suite établir le cycle référence comme je l'aurais fait avec un athlète naturel, même si en prenant ces athlètes en main, j'ai l'idée du cycle référence sur lesquels je veux les basculer, qui est un cycle du coup des plus simples et basiques. Ce serait un bloc de triplé, un bloc de doublé, un bloc de single pour préparer la compétition. Et puis évidemment, après, dans le temps, si je vois que sur ces athlètes, de par les informations qu'on va collecter, c'est une autre approche qui va convenir, et il y a plein d'approches différentes. Ça, c'est juste une base de programmation qui correspond à pas mal d'athlètes. On fera différemment. Mais je pense que pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, notamment dû à l'utilisation des produits, tant que les besoins autour de ça ils sont bien pris en compte, je pense que c'est une base de travail qui marchera. Je dis pas que ce sera optimal, mais ça va fonctionner et ça va apporter du résultat. Donc, de ce fait, je pars du principe que c'est déjà, d'ores et déjà, notre cycle référence. Et en fait, quand j'ai déjà un cycle de référence en place avec un athlète, quand on est loin des compétitions, je viens travailler autour de ça pour maintenir une dynamique de progression, soit sans cramer l'athlète, ou pour aller travailler sur des facteurs limitants. Ça peut être sur la capacité de travail, sur allouer un peu plus de ressources pour gagner de la masse musculaire, se concentrer à développer la production de force sur des angles spécifiques, ce qui permet derrière de passer à un palier, etc., etc. Je ne vais pas développer plus que ça, parce que ça peut faire l'objet d'une autre vidéo et qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais voilà, pour comprendre la dynamique globale et ce qu'on va faire là avec ces deux athlètes. Donc là, on a Cédric, et donc la différence, du coup, on a vu ce qu'il y est, Cédric et Mathéo, dont je vais vous présenter après la planification. Ce qui est différent entre ces deux athlètes qui tirent en tested, c'est que Cédric, quand il est hors compétition, en fait, il ne prend pas de produit, entre guillemets, il est juste en TRT, d'accord, pour maintenir en principe des niveaux physiologiques. Peut-être que les doses qu'il prend le permettent de le maintenir sur des doses légèrement supérieures à des doses physiologiques. Je ne sais pas, j'ai pas ces prises de sang, mais en tout cas, le principe de base de la TRT, c'est de maintenir des niveaux physiologiques, parce que les athlètes qui prennent des produits, en fait, quand on envoie de la testostérone en exogène, de ce que je sais, derrière ça tend, ou ça peut couper la production, pour rester simple. Donc là, on se retrouve avec un athlète qui ne va pas entre guillemets, qui ne va pas être dans un état supraphysiologique en hors saison, tandis que mon autre athlète, il a une stratégie qui est différente, et il va rester, lui, en hors saison, en supraphysiologique. Je mets un disclaimer, c'est pas moi qui décide de ces stratégies. Je me porte pas responsable de ce que ces athlètes font avec les produits. C'est eux-mêmes qui décident pour eux de la stratégie à employer sur les produits. Moi, je m'organise et je m'ordonne juste autour de ça. J'ai un bagage de connaissances en micronutrition et en physiologie interne
mais les produits dopants, je n'y connais rien et du coup, je n'interviens pas là-dessus dans le processus des athlètes en untested. Je m'accorde juste autour de ça sur la programmation et sur la périodisation pour pouvoir leur proposer la stratégie la plus cohérente possible en termes de développement. Donc, vu que Cédric il va rester sur un niveau physiologique normal, la stratégie avec lui, ça va être d'établir en fait, de continuer à essayer d'élever sa baseline naturelle, nati de force en utilisant des lifts sur lesquels il a moins de références et qui vont quand même lui permettre de développer une base de force qui va lui servir quand il va réemployer ses mouvements de compétition et quand il va réenvoyer les produits. Si on avait, dans ce cas-là, continué à progresser, entre guillemets, bêtement, sur ces mouvements de compétition, ça aurait pu être très dur pour lui, sachant que, en fait, en termes de performance, il va être bien en dessous de ce qu'il peut faire habituellement, et d'un point de vue psychologique, ça peut être compliqué à gérer. Là, on va basculer sur des variations sur lesquelles il a beaucoup moins de références, puisque c'est pas des variations qu'il emploie quand il prépare ses compétitions et quand il est en supraphysiologique. Et c'est des variations qui sont en plus pertinentes pour développer une bonne base de force qu'on va pouvoir exploiter par la suite en faisant le pont sur ces mouvements de compétition et en passant en supraphysiologique. Donc là, en fait, Cédric, il compite en untested et la particularité en untested, c'est qu'il y a des compétitions qui se font avec genouillère, mais aussi des compétitions qui se font en row avec bande de genoux. Donc Cédric, il compite avec bande de genoux. D'accord. Donc là, on peut voir qu'il a un ERM au squat à 320. C'est 320 avec bande de genoux au squat. Et là, son hors-saison, il va tourner autour du squat row. Donc squat row, pour lui, comme je l'ai écrit ici, c'est genouillère plus ceinture. D'accord. Donc le squat row, donc ce qui pourrait être un competition squat pour vous, athlètes qui regardent cette vidéo, qui tirent en FF Force ou en IPF, lui, ça va être une variation en fait. Ça va être sa variation sur laquelle on va s'établir et sur laquelle il va avoir forcément moins de référentiel, et c'est la variation qu'on va utiliser quand il n'est pas en cure, quand il n'est pas en cycle compétition. Ensuite, la variation qu'on va utiliser pour le deadlift, ça va être tout simplement de faire du deadlift beltless. Pourquoi cette variation-là? Parce que je le connais pas encore bien et que a priori, je veux pas laisser l'opportunité de mettre une variation qui pourrait détraquer son schéma technique. Donc ça, en termes de spécificité, c'est ce qui va être le plus proche de ce qu'il va pouvoir retrouver en fait en compétition. Sauf que ça, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça permet d'atténuer de supprimer son référentiel, puisqu'il a l'habitude de préparer ses compétitions avec la ceinture. Notre particularité, c'est que ces athlètes-là, ils ont des Texas bars en compétition qui sont plus souples. Donc là, c'est un athlète pour qui j'aurais par exemple pu mettre du deadlift avec ceinture avec une barre rigide. Encore une fois, je veux pas perturber son schéma technique et je veux qu'il garde l'habitude et le schéma technique est d'utiliser une barre souple. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser du deadlift sans ceinture. Et forcément, en progressant sans ceinture, ça va permettre de construire une bonne base derrière pour exploiter le deadlift avec la ceinture, en plus d'inclure l'utilisation des produits. Dernière particularité, du coup, j'ai choisi pour le développé couché, du développé couché avec élastique. Donc encore une fois, c'est pour atténuer son référentiel et parce que dans la prise d'information initiale, il m'a informé qu'à chaque fois qu'il avait fait du bench avec élastique, c'est une variation à laquelle il répondait bien. Donc là, pareil, c'est une variation il y a très peu de chances que ça perturbe son schéma technique. Il a déjà de la data dessus, donc la variation elle était toute trouvée et toute choisie au moment où il m'a partagé ces informations. Voilà, la particularité avec Cédric, c'est que là, j'ai, en fonction des performances qu'il a lorsqu'il est sous produit et qu'il est sur ses complift, j'ai calibré des objectifs qui me paraissaient, pour ce hors-saison, qui me paraissaient cohérents à atteindre en single, du coup, sur ces variations, d'accord? Sachant que, comme je l'expliquais, on va faire 3, 2, 1. Donc un bloc de triplé, un bloc de doublé, un bloc de single sur notre développement, qu'on répétera après sur ces lifts spécifiques. Donc en fait, d'une certaine manière, on est en train d'établir son cycle de référence qu'on va répéter après de façon plus spécifique. Et ce début de suivi va quand même nous permettre de récolter des informations
essentiel, notamment sur sa réponse au niveau des timings interséances entre ses jours secondaires et ses jours principaux et nous donner des informations sur sa récupération globale pour ajuster après son cycle compétition, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai établi à l'avance des objectifs qui me paraissaient cohérents, du coup, pour cette période par rapport aux variations choisies et au fait qu'il soit pas sous-produit, du coup. Et après, j'ai établi un genre de rétro-planning, tout simplement, en donnant un objectif pour les doublés, un objectif pour les triplés, en établissant des bons inter-blocs et inter-semaines bien particuliers par rapport à l'expérience que j'ai sur des athlètes qui ont ce type de performance et ce type de gabarit. Et évidemment, après ça va être individualisé avec le temps. Et je reste flexible sur les objectifs que j'ai fixés. Donc là, on peut voir en semaine 3, en semaine 4, du coup, qu'il a un objectif au squat de top 7 en triplé entre 255 et 260 en row, entre 260 et 265 au deadlift beltless en triplé et entre 165 et 170 au bench avec élastique. J'attends pas forcément à ce que tout se passe parfaitement. Encore une fois, j'ai établi des objectifs qui paraissaient cohérents. Peut-être qu'on va y être, peut-être qu'on ne va pas y être. Je sais juste que ce premier bloc va me permettre de bien recalibrer les objectifs pour le reste du cycle. Donc là, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à relever. Hein. J'ai rien de plus à dire de particulier sur la programmation. Je vais pas vous présenter toute sa programmation en détail. On va passer à Matteo après. C'était vraiment les tenants et aboutissants à expliquer. Je vous ferai probablement une autre vidéo de programmation pour vous montrer à peu près plus en détail, entre guillemets, la profondeur, si je peux dire, de mon travail sur une programmation, à savoir les jours secondaires, les accessoires, etc. Mais là, c'est pas l'objectif. Donc là, pour l'instant, par rapport au RPE cible que j'ai programmé, là, là, Cédric, il a déjà réalisé sa première semaine. Il est dans les clous de partout. Donc, pour l'instant, je vois que c'est cohérent et qu'il est même en dessous des RPE et des cibles que j'ai fixées. Donc là, en réalité, là, moi, les RPE que je lui ai mis, c'était plus à titre indicatif et l'objectif, c'était qu'il soit à minima, qu'il soit pas au-dessus et je partais du principe que s'il était en dessous, on était bon. C'était pas forcément un RPE à atteindre. Donc là, en fait, ça fait que pour sa semaine 2, je vais pas toucher les charges. Et par contre, si sur la semaine 2, par rapport aux cibles en termes de charges que j'ai pu établir, je vois qu'il est au-dessus des intensités que je voulais et qu'il n'y a pas de facteur externe qui l'explique, peut-être qu'à ce moment-là, pour la semaine 3 ou la semaine 4, je recalibrerai un petit peu les objectifs pour pas l'envoyer dans le mur dès le premier bloc parce que c'est pas l'objectif, tout simplement. Donc voilà pour Cédric. Donc là, on passe à Matteo. Donc lui, on voit que c'est un RM, c'est 340, 220, 365. Donc contrairement à Cédric, Matteo, il tire pas avec bande de genoux. Il tire pas avec bande de genoux. Il tire juste avec genouillère. Donc squat comme on pourrait le retrouver en IPF ou en FF Force. Et par contre, pour le deadlift, c'est pareil que pour Cédric. C'est les compétitions sont sur une barre plus souple. Du coup, souvent sur une Texas bar ou sur d'autres barres du même type ou qui ont plus de slack au départ. Donc, comme je l'ai dit, l'autre particularité avec Matteo par rapport à Cédric, c'est que là, sur le début du hors-saison, Matteo, il n'a pas utilisé de produit, mais là, son objectif, si ses valeurs physiologiques, biologiques, ses valeurs de santé étaient bonnes, c'était pour lui de réenvoyer certaines doses de produits pour pouvoir driver plus d'adaptation hors saison, se créer une grosse base en amont de la prochaine préparation. Donc là, on peut voir pour Matteo que je suis parti sur des triplés, comme j'aurais pu le faire en départ d'un cycle référence, sur son squat et sur son deadlift. Je vais pas forcément m'étaler sur le bench parce que il est en réhab sur le bench, il a une épaule qui est flinguée et là le processus de réflexion est bien différent à ce niveau-là et ça prendrait trop de temps de le détailler dans cette vidéo. Je vais vraiment me concentrer sur le squat et sur le deadlift, à savoir que s'il n'avait pas été blessé sur le bench, le processus de réflexion, il aurait été vraiment similaire en fait à ce qu'on a mis en place sur le squat et le deadlift, juste adapté au bench et aux data qu'il aurait pu me partager par rapport à comment il répond au bench et ses capacités de récupération, etc. Ce qui a pu fonctionner pour lui jusque-là. Donc là, la différence avec Cédric aussi, c'est qu'avec Matteo, on a déjà pu établir un picking pour une compétition. En fait, je l'ai pris à 5 semaines de sa précédente échéance, d'ailleurs, où il a PR son total. Donc, on a déjà pu accumuler quelques données, ce qui nous a permis déjà d'affiner là ce qu'on a pu
ce qu'on a pu mettre en place. Donc avec Matteo, on attaque direct, contrairement à Cédric, sur ses mouvements de compétition, parce que là, ça me dérange pas qu'il ait un référentiel, vu qu'il va être sous-produit et qu'on va être plus proche de ses conditions de préparation habituelles, entre guillemets, par rapport à quand il mène sa préparation, contrairement à Cédric, il va être moins rincé, si on peut dire ça en ces termes. Donc, il va avoir le même référentiel que d'habitude par rapport à ses lifts de compétition, à l'exception que, au lieu de partir sur des triplés, des doublés, des singles, on va partir sur cette base de triplés. Et derrière, avec Matteo, on va remonter là sur saison les répétitions. Donc, on va faire des triplés, des quadruplés, des x4 et des x5 sur ces lifts de compétition. Le but, c'est de driver des adaptations, de construire une base à partir de laquelle, derrière, on va repartir sur des triplés pour descendre les répétitions. Et pourquoi je lui fais remonter les reps, c'est qu'en fait, un profil comme lui, en plus qui va utiliser des produits là, en fait, on va dire que structurellement et au niveau de la charge totale appliquée sur son corps, ça peut être taxant et traumatisant. On enchaîne toujours le cycle référence pour des athlètes qui sont naturels. Il y a un moment donné où on se rend compte que les athlètes physiquement, ils commencent à accuser le coup. Et on peut pas répéter ça, le cycle référence en boucle, sans avoir soit des périodes de pivot ou sur les phases hors saison, gérer l'entraînement de façon un peu plus stratégique en rehaussant un petit peu toujours en tournant autour du cycle référence, mais en rehaussant un petit peu les répétitions ou en mettant un aspect auto-limitant, soit en utilisant des RPE un peu plus bas, en mettant une variation qui va permettre d'utiliser une charge absolue qui est un peu plus basse. Là, le fait est que voilà, si on pousse bêtement avec Matteo, il va terminer son hors-saison en étant probablement très performant vu qu'on va faire ses complifs et qu'il va utiliser des produits. Par contre, ça laisse un point d'interrogation sur l'état physique dans lequel il va se retrouver à l'amorce de sa prochaine préparation et ce qu'on va vraiment pouvoir tirer de sa préparation. Et en fait, si on se retrouve à un point où, ok, on a bien poussé, on a fait des bons progrès, mais derrière, son état physique, il est en déclin à cause de ça, bah, il va pas arriver dans le meilleur état de forme possible à sa compétition. Alors que là, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de garder une dynamique de progression, d'établir la meilleure base possible pour démarrer en fait une préparation et qu'il atteigne vraiment son pic absolu sur la période de mars-avril. D'où cette stratégie avec Matteo de garder ses complifs, donc il va garder son référentiel, mais de chercher à augmenter les répétitions. Sachant en plus qu'une autre particularité de Matteo par rapport à Cédric, c'est qu'il a de gros soucis à la hanche. Ça lui engendre en fait depuis des années de gros problèmes de mobilité, entre guillemets, qu'on ne peut pas résoudre. Il a déjà essayé beaucoup de choses avec beaucoup de spécialistes en réhab et avec tout le travail du monde, les gains qu'on peut avoir dessus, ils sont anecdotiques. Donc en plus de ça, il y a ce facteur supplémentaire qui pourrait nous mettre un peu dans la merde structurellement, on va dire, que je veux éviter tout en lui permettant quand même de maintenir là sur cette période une bonne dynamique de progression et lui donner l'opportunité de créer une grosse base derrière qu'on va pouvoir exploiter pour sa préparation. Donc là, on peut voir qu'on part simplement en fait sur un bloc de triplé, sur ce premier bloc, RPE6, RPE7, RPE8. Donc là, Mathéo, je lui ai pas mis de charge parce que pour plusieurs raisons en fait. Parce qu'il a attaqué ce premier bloc sans produit, du coup je savais que sa forme allait pouvoir être variable et je voulais vraiment qu'il puisse s'auto-réguler selon sa forme de semaine en semaine, et je sais que par la suite il va réenvoyer les produits et du coup je veux pas le brider à ce niveau-là. Donc là, on peut voir que je suis monté sur un top 7 jusqu'à en semaine 3 en triple RP8 au squat. La dynamique est la même sur son deadlift. Et en semaine 4, par contre, là, en fait, la semaine 4, elle vient un peu introduire, c'est un espèce de deload qui vient faire l'introduction du prochain bloc. Donc j'avais dit qu'on allait monter les reps. Et on peut voir qu'on part en x4, donc avec une charge imposée, hein, c'est un peu une prise de repère pour pas qu'il aille chercher trop en intensité. Et on peut retrouver ici la même chose sur son deadlift en fait. Donc ça va venir faire le pont. Là, c'est des pourcentages que j'ai imposés qui sont calculés en fonction des E1 RM
qu'on retrouve ici. Donc c'est pas des charges là que j'ai mis entre guillemets arbitrairement. C'est juste basé sur c'est des pourcentages de travail, parce que j'utilise aussi les pourcentages pour certains athlètes, hein, c'est toujours contextuel. Des fois, je programme les charges manuellement, des fois, je mets du pourcentage, ça dépend. Et des fois, je mets pas de. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo là, sur le pivot réactif pour Adrien, je ne mettais pas du tout de charge. Je le laissais vraiment se réguler en fonction du RPE, parce qu'en plus Adrien il utilise son capteur de vitesse, donc il peut se réguler en fonction du RPE de façon très très objective, parce qu'il a en plus pas mal de data avec son capteur. Petit aparté fait, je reviens sur Matteo. Donc là en fait sur ce premier bloc, je l'ai pas fait pousser forcément sur des RPE 9 en fin de bloc, parce que bah, déjà c'est pas forcément indispensable pour tous les athlètes de le faire, même si ça représente quand même pour pas mal d'athlètes un facteur de motivation et un peu une carotte en fait, hein, pour se la coller à l'entraînement tout simplement. C'est motivant de se dire qu'on a un gros top 7 à aller chercher en fin de bloc. C'est aussi pour ça qu'on fait de la force. On fait pas de la force. Enfin, il y a beaucoup d'athlètes qui ne font pas de la force uniquement pour la compétition, mais parce qu'ils aiment s'entraîner et qu'ils ont envie d'envoyer du lourd en fin de bloc. Donc là, sur ce premier bloc-là, à Matteo, je lui ai pas mis de top 7 RPE 9, parce que il sort d'une compétition. Je voulais pas nécessairement aller chercher trop haut sur les intensités, à le mettre dans le mur, sachant en plus que ça allait être un bloc où il allait pas utiliser de produit. Ce qui va être différent de la dynamique du prochain bloc, où là, je vais l'emmener sur des RPE plus élevés en fin de bloc, en gardant le déload sur tout ce qui est back-off et jours secondaires, pour lui permettre, entre guillemets, de performer et, entre guillemets, encore une fois, de se faire plaisir, tout simplement, et qu'il puisse avoir une bonne adhésion au plan. Donc voilà, ça vient faire le tour un peu sur les tenants et aboutissants là, de ces deux athlètes en untested, et de ce qui les différencie un petit peu, des facteurs à prendre en compte. Du coup, pour les athlètes, selon comment ils vont gérer l'utilisation des produits, et de comment on peut le retranscrire en tout cas dans la programmation. Du coup, on arrive au terme de de cette deuxième vidéo de programmation sur le untested. Donc voilà, là on a vu deux cas différents de comment s'organiser la périodisation et le processus de réflexion en fonction de l'utilisation des produits. Donc si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à repartager la vidéo, même pour soutenir la série vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire également. Ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à continuer. Si vous êtes intéressé par du coaching, vous pouvez nous retrouver directement sur notre site web www.relentlessstrengthsystem.com ou sur Instagram. Donc Instagram Relentless Strength System, flo.blnc et adrien.plastre. De toute façon, on mettra tout le détail là en description vidéo. Et je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, hein, le plus important.